Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le mois de l'innovation, c'est reparti. On est le 24 novembre. Merci de nous suivre en direct sur les supports de la DITP, sur les supports d'Acteurs Publics TV. Vous nous suivez aussi peut-être en replay. Tous les contenus sont accessibles, tous les contenus, tous les échanges, tous les entretiens, tous les débats depuis le début de ce très riche mois de l'innovation porté, incarné par la direction interministérielle de la transformation publique. On a parlé confiance hier tout au long de la journée du 23 novembre. On parle ce matin travail en mode hybride. Voilà un enjeu devenu encore plus central dans le contexte actuel. On va poser quelques enjeux, quelques problématiques, une grille de lecture et puis vous proposer quelques pistes opérationnelles. N'hésitez pas à réagir, à témoigner. Vous avez l'adresse qui apparaît en bas de vos écrans, mip@acteurpublic.com. J'ai un petit ordinateur à mes côtés. Je relaye toutes vos questions. N'hésitez pas. Puis le fil Twitter. Merci à vous toutes et tous qui êtes là le lieu de la transformation publique. 77 avenue de Ségur où se passe un certain nombre d'échanges, sachant que ce mois de l'innovation rassemble quelques 400 événements partout en France. Un mot sur nos trois invités. Merci beaucoup de témoigner à nos côtés ce matin. Sylvie Sifferman, bonjour. Vous avez le micro, Madame la secrétaire générale adjointe pour les affaires régionales et européennes de la préfecture Grand Est. Vous êtes en charge du pôle modernisation et moyens. À vos côtés, Christelle Minaudier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes chef de l'unité coordination des activités transversales OSG, enfin secrétariat général de l'INSEE. Et Marine Beck nous rejoindra, elle a une petite urgence, elle nous rejoindra en distanciel à 11h. Elle est adjointe à la chef du service modernisation de l'État à la préfecture de la région Île-de-France. Oui, c'est ça, préfecture de région Île-de-France. Merci beaucoup, Hélène Boissin-Jeanville, de proposer cet échange. Vous étiez à mes côtés pour parler confiance hier après-midi. Vous êtes responsable du pôle innovation managériale à la DITP, Direction interministérielle de la transformation publique. C'était important aujourd'hui, dans le cadre de ce mois de l'innovation, de nous poser la question des enjeux du travail en mode hybride. Oui, tout à fait. En fait, on avait envie d'échanger et de partager autour des défis qui s'offrent maintenant aux organisations, puisqu'on a tous vécu pendant la crise sanitaire et on continue de vivre, mais un travail à distance qui a été d'abord très soudain, subi. Et les retours d'expérience qui ont été faits par les organisations ont montré à quel point ça avait bousculé l'organisation du travail dans les administrations. Et ça a aussi révélé à quel point, quand les prérequis du télétravail ne sont pas présents, on ne peut pas en tirer tous les bénéfices. Et donc l'objectif, c'était aujourd'hui de dresser un peu les enjeux qui sont maintenant face à nous dans cette nouvelle phase, puisque les organisations, les administrations se mettent maintenant au télétravail. Alors un télétravail beaucoup plus organisé que celui qu'on a connu auparavant. Et donc on avait envie d'échanger sur la place du numérique, les enjeux des ressources humaines autour de ce sujet. Bien sûr, la place du manager, cruciale dans cette nouvelle façon de travailler, mais aussi le rôle de l'agent et les façons d'accompagner et de former tout le monde de façon à en tirer les meilleures parties. Et donc, on parle aujourd'hui de travail en mode hybride, puisque le télétravail, c'est un mode d'organisation, mais en fait, il faut aujourd'hui penser cela de façon beaucoup plus globale et s'interroger sur comment, à la fois quand on est sur site et à distance, de façon asynchrone, tout ça s'organise, se réorganise. Voilà. C'est un défi et il y a évidemment des clés que nous vous proposons, que vous propose la DITP. Vous avez la gentillesse de préparer quelques éléments. Vous allez nous présenter chacune des projets d'organisation, de transformation sur ces enjeux, mais peut-être Marine Beck nous rejoindra dans quelques instants. Un mot, propos liminaire, si vous voulez bien. Le travail en mode hybride, Hélène l'a défini, mais pour vous, c'est quoi? C'est quoi les enjeux, Sylvie Sifferman? Alors en fait, le travail en mode hybride, c'est la réalité d'aujourd'hui dans l'administration, dans ce contexte de crise Covid. Alors, crise aiguë au moment du mois de mars, où nous avons été en confinement forcé tous et toutes. Et puis aussi cette crise latente d'aujourd'hui. On reparle de la reprise des infections Covid. Et cette réalité de travail dans l'administration, elle mélange effectivement le travail distanciel et le travail présentiel.
Et ça a effectivement bousculé les organisations classiques du travail, qu'il faut maintenant adapter en mode agile et résilient. Pour être aussi prêt face à toutes les prochaines crises qui nous attendent, puisque demain, on sait, d'autres crises sanitaires ou autres d'ailleurs, peuvent nous affecter. C'est également une transformation digitale que nous avons vécue à travers cette crise Covid à vitesse grand V. Il a fallu s'adapter très très vite, ce qu'on aurait mis certainement 10 à 15 ans à faire si on avait été, on va dire, dans un mode normal de fonctionnement de l'administration. Ça questionne bien sûr les modes de management. On était quand même, je dirais, dans l'ancien monde, dans le management de contrôle. Là, il faut que nous réussissions à évoluer dans un mode de management beaucoup plus collaboratif et surtout de confiance, puisque nous aurons des agents à distance qu'on ne pourra pas, entre guillemets, je mets bien des guillemets, contrôler. Donc il faut bien travailler cette fois-ci sur fixation d'objectifs et large autonomie aux agents pour pouvoir atteindre ces objectifs. Voilà, donc dans ce contexte-là, je définirais cette réalité de tous les jours. C'est aujourd'hui, nous y sommes déjà dans le mode hybride. Nous y sommes. Oui. Merci beaucoup de pistes pour nourrir la discussion, Madame Sifferman. Christelle Minaudier, peut-être votre définition et quelles problématiques souhaitez-vous mettre en avant pour être plus direct, le travail en mode hybride, c'est quoi selon vous ? Merci. Je dirais un peu au-delà de ce qui vient d'être dit. Pour moi, le travail en mode hybride, c'est la réalité aujourd'hui, effectivement, du fait de la crise. Mais ça va bien au-delà de la crise, en fait. Pour moi, l'alternance présentielle-distancielle, ça correspond à un souhait des agents, des individus en tant que citoyens. Et donc, ça va être pérenne, durable. Donc, le mode hybride, c'est le nouveau normal, la façon de travailler ensemble demain. Et du coup, ça implique de trouver de nouveaux équilibres individuels, collectif, agent, manager, ça a été évoqué. Et donc, du coup, à l'INSEE, effectivement, c'est ce qu'on souhaite faire, en fait, accompagner l'ensemble des agents pour passer des modalités de travail d'hier aux modalités de travail demain. Et il y a des enjeux et ça nécessite un accompagnement, effectivement, même s'il n'y avait plus de sujet crise aujourd'hui. Bon, avec la 5e vague, on n'y est pas tout à fait. On ne reviendrait pas au business as usual. Non, on ne reviendrait pas en arrière parce que on est passé à autre chose. Tous, collectivement, la société aussi est passée à autre chose avec le développement du numérique. Vous l'avez dit, c'est le mois de l'innovation, c'est le ministère de la transformation publique, oui, on y est. On a des innovations dont il faut se dire les opportunités et on doit se transformer. C'est intéressant vos propos liminaires. C'est pas business as usual, mais on sait bien que le télétravail doit être instauré dans le cadre d'un échange. Hein. C'est bien ça, entre un manager et son agent ou son salarié. Tout ça s'est mis à marche forcée. C'était pertinent d'organiser cet échange pour prendre un petit peu de recul. Marine Beck sera là dans un instant, peut-être, d'ici une quinzaine de minutes. Peut-être, si vous voulez bien nous expliquer, nous raconter vos projets respectifs, la manière dont vous avez appréhendé cet enjeu de façon très, très opérationnelle, les solutions que vous avez mises en place. On a souhaité les mettre en lumière parce qu'elles sont très inspirantes, à la fois dans la méthode et dans les solutions, les enjeux de co-construction. Bref, toutes les pistes que vous avez posées en introduction, elles sont très inspirantes pour celles et ceux qui nous regardent. Qui démarre ? Vous voulez bien démarrer, Sylvie Sifferman ? Alors, vous avez travaillé, je résume, des projets managériaux innovants développés, dont l'accompagnement des cadres intermédiaires dans la conduite du changement, c'est bien ça. Je vous laisse, prenez le temps de nous expliquer. Merci encore. Merci. Oui, alors effectivement, en juin 2020, lorsqu'on sort du premier confinement, la préfète de région me confie le projet d'imaginer, en fait, avec des agents, l'administration du futur, en fait, l'avenir des services dans l'administration du futur. Donc, on a imaginé un processus en 3 étapes. On a demandé, en fait, à tous les managers, au moment où les agents revenaient partiellement en présentiel, à la suite du confinement de mars, donc en juin, juillet, août, de faire des rétex. Comment ils ont vécu ce confinement forcé, ce télétravail forcé. On a lancé une enquête en ligne sur les mois de juillet-août.
et sur le télétravail forcé et comment les agents ont ressenti. Et nous avons eu 1274 répondants, c'est à peu près 17,5% du périmètre administration territoriale de l'État du Grand Est, hein, qui couvre toutes les préfectures, les sous-préfectures, 22 directions départementales, 4 directions régionales. C'est un collectif de plus de 7200 agents de l'État. Et ce qui ressort, c'est que 74% d'entre eux ont affirmé que le télétravail leur a permis quand même de concilier mieux vie professionnelle, vie personnelle. 80% ont quand même exprimé le fait qu'ils ont eu le soutien et le sentiment d'avoir été soutenus par leurs responsables hiérarchiques dans cette période très difficile. Et que 70% disent que le télétravail a eu un impact positif sur les coopérations et la cohésion d'équipe. Ça, c'est pour les points positifs. Sur les points négatifs, 36% ont observé l'isolement comme principe de fragilité dans les équipes. Et certains... alors, les managers qui ont senti leur équipe en difficulté, pour 8,33%, se sont sentis armés pour affronter ces difficultés. Ça veut dire qu'il y a quand même plus de 92% des managers qui se sont trouvés en difficulté. Et 91% affirment que le développement des outils collaboratifs est une opportunité à saisir dans les pratiques managériales. Je vais juste revenir donc sur ce questionnaire en ligne qui a, permis d'identifier que ceux qui ont le plus souffert, ce sont les managers intermédiaires. Ils se sont sentis squeezés entre la hiérarchie et les premiers de ligne, puisqu'il y a eu une communication directe pendant la crise, aiguë, de communication directe, et on va dire, pris en sandwich. Les managers intermédiaires n'ont pas pu remplir leur rôle. Et c'est pour ça qu'on a, donc dans la troisième étape de notre réflexion, lancé une réflexion design de service pour associer les agents à la construction d'une feuille de route qui est en 5 axes, que vous avez à l'écran, je vois. Oui, on le voit apparaître. Voilà. Qui a été coécrite donc avec 72 agents de tout grade et de toute administration dans le Grand Est, avec 27% de managers supérieurs qui étaient également associés à cette rédaction. Donc, axe 1, porter, partager une vision commune. Alors, c'est une feuille de route que nous co-portons avec le Conseil régional du Grand Est, qui a fait exactement le même constat sur la souffrance des managers intermédiaires. Donc, nous avons décidé de travailler ensemble la question. Donc, partager cette vision commune, la porter. L'axe 2, développer l'organisation résiliente et agile. Donc là, en fait, nous avons 3 administrations qui expérimentent un démontage et un remontage de process en mode agile et résilient, puisque justement, on s'est dit on ne peut plus rester dans des fonctionnements de l'administration d'avant. Comment on se projette dans l'administration du futur et comment on se remet en question sur comment on rend le service public. Donc on a la DRAF, Direction régionale de l'agriculture et de la forêt et de l'alimentation, qui expérimente pour une centaine de ces agents qui sont en multisite, puisque la région Grand Est est très très grande. Elle va de Charleville-Mézières en passant par Troyes pour aboutir à Strasbourg, en balayant Nancy, Metz, Chaumont. C'est la fusion des régions de 2015. C'est 3 ex-régions en une seule. Donc vous imaginez la superficie à couvrir et les temps aussi de déplacement. Donc une administration comme la DRAF qui a des agents à Châlons, en Champagne, à Metz et à Strasbourg, comment tout ça on le re-questionne et on se remet en ordre de marche beaucoup plus efficace, beaucoup plus agile, beaucoup plus résilient. Deuxième expérimentation à la préfecture de Haute-Marne sur un public d'un service qui donne des subventions aux collectivités, une dizaine de personnes. Et puis la troisième administration, c'est la DDT des Vosges, la Direction départementale des territoires, pour son équipe de direction qui souhaite aussi démonter, remonter des process. L'axe 3, très important, c'est celui sur lequel je voudrais insister, c'est l'écriture de ce qu'on appellerait une doctrine, mais j'aime pas trop le mot parce que doctrine, c'est très descendant. C'est plutôt comment on fait un référentiel du management collaboratif et par la confiance, et comment on confie cette écriture à des managers intermédiaires pour les repositionner dans l'organisation comme le pivot de la transformation publique et qui nous donne, entre guillemets, les bonnes pratiques, la recette de ce que pourrait être un management collaboratif et par la confiance pour qu'on change vraiment durablement les postures et les perceptions liées au management.
Le 4e axe, c'est les services publics cohérents avec les attentes des usagers. Là, en fait, c'est un axe dirigé vers l'extérieur de l'administration, comme vous pouvez le constater. Et là, en fait, on a interrogé les 10 préfets, les 10 départements, en leur disant quel est le service public que vous voulez moderniser, simplifier, numériser, transformer. Dites-le nous. Et ça, dans un cadre tout à fait officiel, dans le CAR, dans la commission administrative régionale présidée par la préfète de région. Donc, tous les préfets ont dû expliquer sur quel sujet ils voulaient travailler. Et nous allons bien sûr les accompagner pour résoudre leurs problématiques dans le cadre du laboratoire d'innovation territoriale que monsieur le délégué interministériel de la transformation publique a inauguré à Strasbourg vendredi dernier avec la préfète de région et avec l'élu du conseil régional, puisque j'insiste, notre projet est coporté avec le conseil régional. Pour terminer, l'axe transversal, l'éco-responsabilité qui traverse en fait les 4 axes. Service public éco-responsable, ne pas oublier en fait que nous avons aussi ce devoir, cette obligation de re-questionner tous nos modes de fonctionnement en abordant la question de la transition écologique et du respect des services publics éco-responsables. Comment l'administration, qui avant était dans un processus administration exemplaire, et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui qu'on a été tout à fait exemplaire dans les résultats, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie démarche d'éco-responsabilité de l'administration sur les mobilités. Et là, on re-questionne l'histoire du télétravail, sur l'alimentation durable dans nos restaurants interadministratifs, sur la suppression des produits phytosanitaires dans nos espaces verts publics, l'éco-responsabilité dans le numérique. Soyons sobres en matière de numérique. Numérique responsable. Dans nos achats, faisons des achats durables. Tout ça, c'est re-questionné à travers notre feuille de route, qui est l'ossature du LABEST, donc notre laboratoire territorial d'innovation publique. Merci beaucoup pour cette présentation de ce projet, donc, qui est tout à la fois stratégique, opérationnel, collaboratif. J'ai noté quelques éléments. Et juste pour celles et ceux qui nous regardent, en termes de timing, de calendrier, ça y est, ce plan est déployé. Alors, nous l'avons... Ça marche, ouais. Nous l'avons construit, donc comme je vous l'ai expliqué, questionnaire télétravail juillet-août 2020, voilà. Septembre, janvier 2021, écriture à plusieurs mains, vous l'avez compris, 72 agents, de la feuille de route, et déploiement dès février 2021. Nous sommes en cours, comme je vous l'ai expliqué. Donc, sur les 3 axes, 3, 2, 3, 4, des actions sur l'éco-responsabilité, et il nous reste à faire le plus gros, c'est-à-dire le partage et le portage de la vision commune avec le conseil régional. Et nous aussi, à tel, le 1er décembre, on fait notre comité de pilotage et on se fixe la feuille de route sur cet axe-là, qui va être quelque chose qu'on sent comme un objet numérique non identifié aujourd'hui. On a déjà une idée de comment on veut tracer les innovations dans le Grand Est avec le conseil régional. Donc c'est un traceur d'innovation qu'on veut lancer, qui nous permettra à la fois de piloter, mais aussi de communiquer facilement sur ce qui se passe dans le Grand Est. Merci beaucoup pour cette présentation. Là encore, pas mal d'idées clés. Je vous poserai la question de leur caractère duplicable, et évidemment, tout cela est très, très, très inspirant. Christelle, merci Madame Sieferman pour ce pitch, comme on dit. Christelle Minaudier, vous voulez bien alors nous présenter le projet, je ne sais pas comment on prononce, le projet de transformation culturelle de l'ensemble de votre institution. Nous vous écoutons et merci encore. Volontiers. Donc c'est le projet Note au carré, en fait. Note au carré, voilà. Et nos entre accolades avec le petit carré, parce que nous sommes à l'INSEE TE, donc c'est nouvelles organisations, nouveaux outils, d'où le NO au carré, TE, et les accolades plutôt que des parenthèses, parce que on n'a pas spécialement envie de mettre le projet entre parenthèses, mais au contraire, d'insister sur le collectif, et les accolades, ça nous semblait refléter le collectif. Le point de départ, en fait, c'est une mission de l'inspection générale sur les méthodes de travail à distance, une mission qui avait été demandée par le directeur général tout début 2020, et du fait des nouveaux outils numériques, etc. Et il y a eu le confinement, donc elle a pris encore plus d'importance, évidemment, cette mission de l'inspection générale sur les méthodes de travail à distance. Du fait du confinement, elle a d'abord traité les sujets que vous évoquiez, en fait, les prérequis. En fait, qu'est-ce qu'il faut pour travailler à distance ? Il faut un ordinateur, un réseau qui tient, des licences pour pouvoir faire du coup des webconférences, etc. Donc, du fait de l'urgence liée au confinement, elle a d'abord traité ces sujets-là. Et ensuite, côté secrétariat général, nous avons pris le relais, effectivement, en lançant le projet Nouvelles organisations, nouveaux outils pour travailler ensemble, pour aller au-delà.
Elle est au-delà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est passer des modalités de travail d'hier aux modalités de travail demain. On avait le sentiment qu'il s'agissait de transformation profonde, transformation organisationnelle, culturelle, au-delà de la transformation numérique, qu'il ne s'agissait pas seulement d'outils, mais encore une fois de changements à réaliser en profondeur. Voilà. Du coup, nous avons conçu le projet en 2 grandes phases. Une première phase, en fait, auprès d'agents volontaires. Parce qu'on a souhaité embarquer d'abord des agents volontaires pour travailler sur ces sujets-là, avec 2 axes, un axe accompagnement d'équipe et un axe plutôt groupe de travail thématique. Donc côté équipe, en fait, on a accompagné 2 équipes métiers, une équipe enquête ménage et une équipe de conjoncturistes, d'ailleurs de l'ADR Grand Est, puisque l'INSEE est implanté en fait sur tout le territoire. Et les 8 groupes de travail internes, eux, ont travaillé sur les outils collaboratifs, les outils du quotidien, la posture du manager, du collaborateur, parce qu'effectivement, à distance, on sent bien que la posture du manager et du collaborateur doivent changer. Le collectif de travail, avec la question comment préserver effectivement un collectif de travail à distance. La communication, les échanges avec de multiples acteurs, des acteurs publics régionaux, par exemple, pour les services études et diffusion de l'INSEE. Et on avait aussi un groupe spécifique en fait qui portait sur les assistantes et les secrétaires parce qu'elles jouent un rôle clé en fait, notamment pour le collectif. Et du coup on a pris conscience, non, on savait qu'elles jouaient un rôle clé, mais elles ont été peut-être davantage mises en difficulté du fait du confinement parce que leur rôle c'était d'échanger entre les personnes et là avec le confinement leur travail s'est trouvé profondément bouleversé. Donc ça c'est une première phase qui s'est déroulée sur les 6 premiers mois de l'année 2021 et du coup on a eu de la matière, des groupes, des rapports, des groupes de travail et la deuxième phase c'est la généralisation en fait. Cette première phase elle jouait le rôle de preuve de concept et maintenant on souhaite généraliser, passer à l'échelle en fait et du coup appliquer les enseignements, tirer profit des expérimentations de la première phase mais en les appliquant à l'ensemble de l'INSEE. Donc nous sommes dans cette deuxième phase. Donc effectivement il s'agit d'une transformation quand même profonde et on pense que cette transformation elle ne peut pas être complètement spontanée. Donc c'est pour cette raison qu'on souhaite l'accompagner et dans le cadre du projet donc on mise vraiment sur un accompagnement important. Alors au départ l'accompagnement qu'on visait c'était accompagnement des agents, des managers, des collectifs avec une typologie classique agent manager collectif et on a réfléchi en fait à la bonne façon d'accompagner les personnes et là pour le moment on est en train de mettre en place des accompagnements des managers stratégiques, des managers de proximité et d'équipes qui le souhaitent évidemment sur la base du volontariat puisque si les personnes ne souhaitent pas être embarquées et évoluer, on ne peut pas les y contraindre. Donc c'est important de laisser quand même la possibilité de participer ou pas. Alors pourquoi manager stratégique, manager de proximité et équipe et pas par exemple les agents à titre individuel parce que le rôle des managers est central et vous l'avez dit en fait les managers de proximité, vous les avez appelés managers intermédiaires mais c'est la même chose, sont ceux qui ont été le plus impactés et effectivement qui ont le rôle principal à jouer quelque part. Donc nous on vise notamment un accompagnement de 100% des managers de proximité pour ces raisons-là. Et ce sont eux ensuite qui vont travailler avec leurs collaborateurs et finalement accompagner l'ensemble des agents. Mais ça doit passer par eux. On ne peut pas ne pas passer par ces managers de proximité, d'où finalement le passage accompagnement agent, manager collectif à accompagnement manager stratégique, puisque ce sont quand même eux qui donnent l'impulsion, les enjeux, et ensuite manager de proximité en totalité et équipe. Et à côté de ça, effectivement, on a aussi des actions internes avec la conception de vidéos pour insister sur l'importance des outils, l'importance de la messagerie instantanée, montrer ce que peuvent apporter les outils, comment intégrer ces nouveaux outils dans les nouvelles pratiques de travail. Parce que typiquement, utiliser la messagerie instantanée pour les échanges informels, ça permet d'avoir peut-être moins de mails. Du coup, donc on vise là plutôt de l'information, de la communication à partir de vidéos ludiques. Merci beaucoup. Donc, premier semestre 2021, la conception. Et là, on est en plein déploiement. J'avais noté 5000 agents, c'est ça? 500 enquêteurs? Oui, même 800 enquêteurs, effectivement. Donc, ça fait en gros 6000 personnes. Impactées.
D'accord. Merci beaucoup. Alors, beaucoup de pistes là encore à mettre dans la discussion. Et puis, un troisième projet porté par la préfecture de région d'Île-de-France. Marine Beck, vous nous avez rejoint, me dit-on. Vous devez être... Bonjour. Bonjour. Alors, ça y est, je vous vois, on vous voit. Merci beaucoup de participer à cet échange. Merci de nous rejoindre. Marine Beck, vous êtes adjointe à la chef du service modernisation de l'État à la préfecture de région d'Île-de-France. Merci beaucoup. On vient d'écouter les petits pitchs, les présentations de projets portés par les équipes. Christelle Minaudier et Sylvie Sifferman nous les ont présentés. Et puis on a en première question, on s'est posé la question du travail en mode hybride. Qu'est-ce que c'est ? Alors je vous la pose, Marine Beck, directement pour que vous entriez dans la discussion et expliquez-nous le travail en mode hybride. C'est quoi pour vous ? Quels sont les enjeux ? Quelles sont les problématiques ? Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup de votre invitation. Effectivement, nous, le travail en mode hybride, c'est vraiment un sujet sur lequel on a voulu travailler par le biais de notre laboratoire d'innovation publique, la Fabrique RH, qui accompagne des agents publics dans leurs projets innovants sur les ressources humaines. Et en fait, on a mis au cœur de notre 3e saison le thème de l'espace de travail du futur. Et évidemment, dans ces réflexions sur les modes de travail et le travail hybride, l'espace de travail joue un rôle qui est central. Et avec une trentaine d'agents publics qui venaient de 15 administrations différentes, on a co-réfléchi et co-construit ce que pouvait être cet espace de travail du futur. Et ça a pris la forme de l'étape. Donc on voit notre logo à l'image. C'est l'espace de travail des agents publics, le tout premier espace de coworking dédié aux agents publics francilien. C'est un espace qui a vocation à initier et à impulser de nouveaux modes de travail plus nomades et plus collaboratif dans un contexte qui, on l'a vu très récemment à l'occasion de la crise sanitaire, mais même bien avant, nécessite plus de prise d'initiative de la part des agents. Et donc, c'est un espace qui a vocation à accueillir 3 typologies d'agents publics. D'abord, les agents publics nomades qui, à l'occasion d'une réunion au centre de Paris, ont besoin d'un espace pour venir poser leur ordinateur et s'éviter des temps de transport à rallonge. Et on sait que en région parisienne, ça peut vite monter. Et puis, ne pas faire 40 minutes de métro pour entrer dans son administration, se rendre compte qu'en fait, c'est la fin de la journée et rentrer chez soi. Donc, offrir cet espace-là entièrement équipé à ce public. Notre deuxième public, c'est les agents publics télétravailleurs. Parce que quand on fait beaucoup de télétravail, on n'a pas forcément envie de ne travailler que de chez soi. Et finalement, dans des logements qui peuvent être un petit peu exigus à Paris ou au contraire un petit peu éloignés des connexions quand on s'éloigne un petit peu, c'est intéressant de retrouver un lieu qui est tout équipé et qui en plus va permettre de lutter un petit peu contre un sentiment d'isolement qui peut naître un petit peu quand on fait du télétravail. Et du coup, quand on vient télétravailler à l'étape, on est aussi en connexion avec plusieurs dizaines d'agents publics qu'on n'aurait pas forcément eu l'occasion de rencontrer dans sa vie administrative normale, qui viennent d'administrations qu'on ne connaît pas forcément. Et puis, troisième type de public qui tenait à cœur du groupe projet, ce sont les équipes projets. On a à l'étape un étage créatif qui est entièrement modulable et qui permet en fait à des équipes projets de venir s'installer sur une matinée ou un jour ou 2 jours, un petit peu hors les murs. Des fois, quand on est en dehors de son administration, ça aide sur certaines phases de son projet et qui peuvent mobiliser l'espace pour accélérer leur projet. C'est aussi un espace qui accueille des séminaires, des ateliers créatifs et des formations. C'était important pour nous que cet espace, au-delà de ces 4 murs physiques, ce soit aussi un petit peu un espace qui rassemble une communauté d'agents publics qui ont envie de travailler un petit peu autrement, qui portent ça aussi dans leur administration de manière
interministérielle et interfonction publique, et que cet espace vive et propose à ses coworkers des formations justement ou des ateliers, des partages d'expériences. Et ce lieu, ce tiers-lieu, veut être ce catalyseur d'énergie positive et de transformation finalement qui viennent des agents eux-mêmes. Et donc pour nous, ça a été c'était pour nous, dans notre réflexion en tout cas, une étape importante en termes de transformation managériale. On a parlé un petit peu avant du rôle clé des managers intermédiaires et c'est le cas aussi chez nous. L'idée de ce lieu, c'était aussi, je dirais, un petit peu par la politique des petits pas, commencer à proposer un espace qui ne soit ni la maison, qui, à l'époque, quand on l'a lancé en 2019, entretenait quand même encore un certain nombre de fantasmes, mais qui ne soit pas non plus le bureau pour commencer à habituer les managers intermédiaires à ne pas forcément avoir juste la porte à côté, enfin leurs agents juste la porte à côté. Et que finalement, par le faire, quelque part, on commence à développer des usages qui soit un peu plus nomade et qui soit un peu plus collaboratif par le biais de l'espace qu'on propose à l'étage. Merci beaucoup Marine Beck. Et donc l'espace de travail des agents publics a été inauguré comme le Labest la semaine dernière. Vous, c'était il y a quelques semaines, au mois d'octobre, c'est très récent. Tout à fait, c'était le 19 octobre l'inauguration officielle. C'est vrai que la crise sanitaire n'a pas aidé au déploiement d'un espace physique. On a fait plusieurs phases de bêta-test l'année dernière, mais c'est vrai que c'est depuis le 19 octobre qu'on est ouvert officiellement à tous les agents publics qui souhaitent un lieu pour travailler un petit peu autrement. C'est bien noté. Tout cela est très inspirant. On ira voir ce qui se passe du côté d'Étape et puis du Labest. Je viendrai vous voir si vous voulez bien. Merci beaucoup pour ces 3 présentations. Beaucoup de choses, je le disais. La question qui me vient, c'est celle du bureau qui aujourd'hui prend, dites-moi si je me trompe, mais une autre signification, un autre sens. Il faut l'appréhender autrement, ce bureau physique. Marine Beck le disait très bien. En substance, on a le sentiment qu'il faut y rattacher une stratégie, un projet, mais surtout un récit, une vision. Est-ce que c'est votre sentiment à toutes les 3? Peut-être Sylvie Sifferman, si vous voulez bien, l'espace physique, le bureau, lui accoler, lui porter un récit, une vision auquel peuvent adhérer les agents et les équipes. Alors c'est vrai que l'enseignement de la crise nous fait dire que le bureau a complètement disparu au mois de mars 2020. De façon brutale, soudaine. De façon brutale. On a, entre guillemets, envoyé les agents à la maison. Certains devaient d'ailleurs faire l'école à leurs enfants en même temps. Enfin, ça a été très, très compliqué. Et en fonction des administrations, l'équipement numérique n'était pas forcément au rendez-vous. Je pense surtout aux administrations de la préfectorale qui n'avaient pas du tout cette culture du télétravail. Autant des directions régionales, des directions départementales, interministérielles comme celle des territoires, celle de la protection des populations ou celle de la cohésion sociale, étaient largement mieux équipées et ont pu travailler même dans le confinement total du mois de mars 2020. Ce qui n'était pas le cas, il faut le dire, des préfectures, les sous-préfectures, c'est encore un peu plus particulier, mais des préfectures qui étaient en première ligne sur la crise sanitaire. Je veux dire, quand même, c'est le préfet qui est responsable de la gestion de crise en premier chef. Bref, donc le bureau a complètement disparu pendant ce mois de mars et a été plus ou moins bien vécu. Ce qui fait que certains agents sont revenus du confinement en disant « je veux revenir dans mon bureau, je veux revenir au travail en présentiel ». Tout le monde n'est pas favorable au télétravail. Enfin, tout le monde ne souhaite pas télétravailler. Et ça, il faut également le respecter. Il y a des agents qui ne souhaitent pas du tout télétravailler.
Et puis, il y a bien sûr la majorité tout de même, et la réglementation et les décrets qui ont été pris le 5 mai 2020 pour organiser le télétravail autorisent légalement, bien sûr, tous les agents à pouvoir bénéficier de cette nouvelle façon de travailler. Le lien de confiance qui est très important dans cette situation où on est à la fois distanciel et présentiel, parce que ce lien de confiance qui existe en fait dans les individus qui sont reliés par la situation de travail, il est forcément fondamental quand tout disparaît. Et c'est ce qui s'est passé au mois de mars. Tout s'est effondré quand même dans l'image, dans la représentation des agents et de leurs relations à leur bureau et à leur travail. Hein. Ouais. Et ces modalités de collaboration, une fois détachées de cette présence sur un même lieu qui est le bureau, on a bien vu que ça s'est révélé insuffisamment opérant pendant la crise sanitaire, parce qu'on n'avait pas forcément cette tradition. Il faut maintenant faire des nouvelles contractualisations avec les agents, leur fixer les objectifs, mais leur laisser les modalités de travail autonomes pour qu'ils réalisent leurs objectifs et détacher ça complètement, on va dire, du bureau physique et du bureau au sein de l'administration à laquelle on appartient. Et on voit bien que c'est ça l'avenir. Il faut être agile, collaboratif et travailler par la confiance. Merci beaucoup. Il y a une question qui vient de tomber sur le fil. Et n'hésitez pas, l'adresse s'inscrit en bas de vos écrans. Alexandre Josse de la Fabrique Spinoza qui nous pose la question, il ne peut y avoir de travail hybride réussi, c'est-à-dire efficace et épanouissant, sans revoir les espaces de travail. Partagez-vous ce point de vue? Avez-vous des exemples de transformation d'espaces réussis? Vous l'avez évoqué toutes les trois. Christelle Minaudier sur le bureau. Sylvie Sifferman le dit très bien, il faut une autre représentation du bureau, un autre récit, et il faut que ce récit, cette représentation soit co-construite, clairement. Oui, tout à fait. Effectivement, il faut poser la question de pourquoi on vient au bureau. Toutes les personnes ne viennent pas au bureau pour les mêmes raisons. Certaines viennent au bureau pour avoir un espace calme dans lequel elles vont pouvoir se concentrer, travailler efficacement. D'autres viennent pour se réunir, avec des réunions d'ailleurs qui sont soit formelles, soit informelles. La question des réunions formelles informelles est assez cruciale en fait. Effectivement, on va au bureau pour de grandes réunions, un comité de pilotage, un comité de suivi, on en a tous l'habitude, mais on vient aussi pour échanger avec le voisin de bureau, etc. Et pendant le confinement, on a pu organiser ces temps d'échange informels parce qu'on a pris conscience de l'importance de ces temps d'échange informels. Donc, je pense qu'on a tous organisé des Zoom cafés ou participé à des Zoom cafés, mais finalement, ils restent organisés. Ce sont des temps informels organisés. Les Zoom café, oui, bien sûr. Zoom café, entre guillemets, j'aurais pu dire Webex café, Teams café. e-café. E-café. Dans certaines organisations, j'avais vu, on m'avait relayé ça à la rédaction, il y avait des tirages au sort numériques. Alors, je ne sais pas comment ça se passait, et à 10h, tel jour, on ne savait pas avec qui on allait prendre un e-café. Voilà, des choses assez sympas. Les e-cafés, effectivement. Mais ils restent organisés, donc finalement, on contrôle quand même les participants à ces e-cafés. L'intérêt d'aller au bureau, c'est de croiser un collègue dans les toilettes, dans le couloir, à la cantine. Et là, pour le coup, lui, a priori, il peut faire partie de l'équipe, pas forcément de l'équipe d'à côté, justement d'une équipe un peu éloignée, d'un autre département, d'une autre direction. Et ces ponts-là, effectivement, en distanciel, ces ponts entre directions, entre unités distantes, alors pas forcément distantes physiquement, justement, mais distantes de par les missions, les activités, on a du mal à les réaliser à distance. Et donc, ces besoins-là, ils émergent en fait et il faut qu'on y réponde. Donc je pense qu'il faut qu'on creuse les besoins, pourquoi on vient au bureau, pourquoi on préfère rester chez soi, qu'on travaille sur les usages en fait et du coup qu'on réponde à cette question des bureaux. Donc cette représentation, ce récit finalement il est très pragmatique. Pourquoi le bureau? Qu'est-ce qu'on en attend? Parce qu'il y a au-delà de ça, j'imagine dans vos équipes, je vous pose la question dans un instant, Marine Beck, il y a des choses très pragmatiques. Quand on a une famille, quand on veut simplement être au calme et pouvoir venir, ou quand on est dans des espaces exigus
aigu ou simplement pouvoir se déplacer de chez soi. Tout à fait. Marine Beck, alors vous avez votre propos allait dans le sens de celui de Christelle Minaudier. C'est l'esprit, c'est la volonté de votre étape. Il faut que espace de travail des agents publics. Je vais y arriver. C'est ça, de favoriser du formel et de l'informel et des rencontres aussi par hasard. Vous l'avez dit, on ne sait pas qui on va rencontrer. Tout ça contribue aussi à une nouvelle représentation du bureau et des espaces de travail. C'est bien ce que vous avez porté, ce que vous avez voulu. Tout à fait. C'est toujours un peu difficile d'encadrer la sérendipité, mais c'est un petit peu ce qu'on voulait faire naître, et on espère que peut-être des projets ou peut-être à minima certains agents vont pouvoir en inspirer d'autres sur certains projets ou techniques qu'ils ont mis en place. Mais sur votre question, je trouve qu'il y a quand même deux très belles opportunités qui nous sont offertes dans ce contexte. La toute première, c'est vraiment de repenser nos espaces de travail en fonction de leurs usages. Et Madame Minaudier le disait très bien. S'est-on vraiment bien posé la question quand on a conçu nos bâtiments administratifs des activités qui allaient s'y trouver. Et là, je trouve que d'avoir des modes de travail qui sont petit à petit de plus en plus hybrides et complexes, ça nous permet de réfléchir aux usages concrets et réels qu'auront nos usagers finaux dans ces bâtiments. C'est la réflexion qu'on a essayé de se transposer à l'étape. Et c'est par exemple la raison pour laquelle à l'étape, il y a une bulle de déconnexion, où il n'y a pas de connexion Internet, avec un fauteuil d'écoute qui permet d'écouter des podcasts ou juste de lire des livres, parce qu'on sait que voilà, après une journée passée sur son ordinateur, on finit par avoir les yeux qui se croisent un petit peu, et que finalement, voilà, c'est nécessaire aussi d'avoir des espaces où on peut se déconnecter, comme c'est nécessaire d'avoir des espaces où finalement on va pouvoir faire ces visios et ces appels téléphoniques dans une atmosphère confidentielle, comme c'est nécessaire d'avoir des espaces qui vont favoriser les rencontres autour d'un café. Et je trouve que voilà, c'est une très belle opportunité à saisir dans ce contexte de repenser ces usages. Et de manière parallèle, c'est aussi une belle opportunité pour chacun d'entre nous d'essayer de repenser la manière aussi dont on travaille et dont on structure nos journées. Parce qu'on ne va pas proposer le même genre d'activité si on va au bureau ou si on va à l'étape ou si on est en télétravail. Et ça permet une réflexion un petit peu sur nos tâches et nos missions, pour pouvoir les restructurer en fonction de la semaine qu'on a prévu de passer et des lieux dans lesquels nous serons, pour que finalement notre temps utile passé dans les espaces soit le mieux mis à profit en fonction des activités qu'on a à faire. Typiquement sur des réflexions voilà, très profondes où on a besoin d'être très isolé, beaucoup de documentation, peut-être que le télétravail est justement une belle opportunité parce qu'on est un petit peu moins dérangé que quand on est au bureau. Et à contrario, toutes les activités où on a besoin à forte valeur sociale, en fait, finalement, à forte valeur ajoutée, voilà, c'est peut-être des choses qu'on va déporter sur les jours où on est au bureau ou dans des espaces type de tiers-lieux, type l'étape. Tout cela suscite un vif intérêt, toutes les trois, vos propos. Beaucoup encore de questionnements. Hélène? Oui, juste en réaction et dans la lignée de ce qui vient d'être dit, en fait, à mon avis, au-delà des espaces, ce que nous apprend ce travail en mode hybride, c'est qu'il y a beaucoup de choses maintenant dans nos quotidiens de travail qui doivent être organisées et repensées différemment. Et je saisis le mot qu'utilisait Marine Beck d'opportunité, et c'est vraiment nous, notre conviction à la DITP. Et je sais également qu'on la partage avec la DINUM et la DGAFP, avec qui on a construit cet événement aujourd'hui. C'est l'opportunité de remettre à plat, de réorganiser et de repenser en fait nos façons de travailler globalement. Christelle Minaudier le disait très bien. En fait,
on se parlait des temps informels qui devaient être ritualisés parce qu'en fait moins naturels et parce qu'il y a la disparition de la machine à café et qu'en fait tout d'un coup tous les gens ne se retrouvent pas au même moment au bureau. Donc ça il faut le penser. Il faut aussi penser les modes de communication. On parlait tout à l'heure de l'irruption de la messagerie, enfin pas l'irruption mais en tout cas l'explosion de l'utilisation de la messagerie instantanée. Donc c'est la même chose. Quand est-ce que je saisis mon téléphone? Quand est-ce qu'on se parle plutôt par email? Quand est-ce que je monte une réunion où en fait c'est pas la peine. En fait, tout doit être remis à plat et être pensé différemment maintenant qu'on s'organise différemment quotidiennement. Et c'est vraiment le pari qu'on avait fait avec la DGAFP en publiant le guide télétravail et travail en présentiel, voilà, qui apparaît à l'écran, qu'on a publié l'année passée à la suite du premier confinement. C'était de dire... quand une organisation s'intéresse à ce travail en mode hybride, il faut qu'elle prenne la question de la façon la plus globalisante possible et qu'elle s'intéresse au numérique, aux enjeux RH, aux modalités de communication, aux modalités de suivi de l'activité. Et donc, dans le guide, on avait poussé un ensemble de repères et de questionnements à se poser. Et puis, on avait aussi, on a mis en place un deuxième volet qui était beaucoup plus pratique, puisque le deuxième pari, c'était de faire celui du collaboratif. On en a déjà beaucoup parlé ce matin, mais c'est aussi une conviction très forte. C'est le fait que, en fait, tout ça doit se faire en équipe, parce que c'est le collectif lui-même qui est impacté et donc ça se construit ensemble en mettant tout le monde autour de la table. Merci beaucoup Hélène. On aborde un peu les défis dans cette première partie de la table ronde et on va venir assez vite parce que le temps passe et tout cela est tout à fait prenant et passionnant sur la méthodologie. Je rebondis sur ce que vous dites et je vous pose la question, parce qu'on l'a évoqué hier dans cette grande séquence sur la confiance, la question du temps. Il faut installer des dispositifs dans la durée, il ne faut pas avancer à marche forcée, certes, mais en co-construisant les choses, et puis il faut laisser le temps aux équipes de s'approprier ces démarches, de s'approprier ces enjeux. C'est nécessaire. Ça aussi, ça fait partie de l'équation, Sylvie Sifferman. Oui, effectivement, une transformation publique, ça nécessite du temps. Ça nécessite un sponsoring fort du manager ultime, qui pour moi, dans mon environnement administratif, est la préfète de région, qui soutient cette transformation publique. Et il faut embarquer un maximum d'agents. Je vous ai expliqué, 72 volontaires ont écrit cette feuille de route, mais maintenant il faut faire le dernier kilomètre dans une région XXL. Donc il faut amener la réflexion jusque dans les recoins les plus éloignés des administrations du Grand Est. Et pour ce faire, on a imaginé une exposition itinérante avec 6 kakémonos qui explique toute la démarche de transformation publique qu'on essaie de mettre en œuvre sur le Grand Est, pour que chaque agent puisse prendre connaissance, quand l'expo sera chez lui ou chez elle, dans son administration. Et on fait une animation, évidemment, autour de cette co-construction. On a laissé une boîte à idées, on laisse un livre d'or, pour que tout agent puisse continuer à écrire en fait cette feuille de route avec nous. Et je crois énormément à cette citation d'Aimé Césaire qui dit « La force des graines dans leur entêtement à mûrir ». Moi, j'en suis au stade en fait de semer la graine ou les graines. Et je répète, la force des graines dans leur entêtement à mûrir. Et donc, aujourd'hui, nous récoltons les premiers succès. D'abord parce que l'appel à projet de la DITP, sur lequel nous avons candidaté pour créer ce laboratoire d'innovation publique, reconnaît ce travail que nous faisons depuis juin 2020. Voilà, nous sommes dans les premiers résultats. De plus en plus, les agents de la fonction publique État Grand Est ont entendu parler de ce que nous mettons en œuvre et s'intéressent et posent des questions et viennent nous interroger au sein du lab. Est-ce que vous pouvez nous aider à mettre en place telle et telle transformation dans nos équipes? Donc il y a vraiment, ça commence à prendre en quelque sorte, parce que c'est vraiment un travail de conviction,
de persuasion et d'apporter, je dirais, comme je l'ai indiqué, jusqu'au dernier kilomètre, l'information. Il se passe quelque chose dans la région Grand Est, enfin dans la préfecture de la région Grand Est, dans toute cette communauté très différente, puisque les uns sont très spécialisés, thématisés, les autres sont plus généralistes. Il faut réussir à embarquer. Et ce qui est sans doute le plus compliqué, c'est embarquer en dehors du sponsor principal, préfet de région, qui est totalement convaincu, c'est ses homologues, les préfets de département. Si la haute fonction publique n'est pas convaincue que le monde d'avant n'est plus possible et qu'on est vraiment dans une projection d'administration du futur, même si on prend par en dessous, comme j'essaie de le faire avec l'ensemble des agents, l'ensemble des managers intermédiaires, il faut aussi que les managers supérieurs soient embarqués. Merci beaucoup. Il y a plusieurs questions et puis, qui viennent de tomber sur notre fil. N'hésitez pas à continuer à les pousser. Une personne qui écrit: peut-on envisager une démarche de co-conception de la raison d'être du bureau impliquant les agents ? Point d'interrogation. Bon, on y répond depuis le début de cet échange. Pour réussir, il faut impliquer les agents dès le début. Vous l'avez dit toutes les trois. Christelle Minaudier, on évoquait la question d'installer des dispositifs dans la durée. Est-ce que vous confirmez, et puis est-ce que vous voyez dans les projets que vous portez depuis le début de l'année, les 6 premiers mois, puis aujourd'hui le déploiement, est-ce qu'il y a des freins, est-ce qu'il y a des résistances, des réticences, et comment les contourner, comment continuer d'avancer, on l'a bien vu, d'installer ces dispositifs dans la durée? Alors oui, je confirme évidemment que toute transformation prend du temps, doit s'inscrire dans la durée, parce que là, on parle de changer d'habitude, en fait. Et il y a quand même une inertie assez forte, quels que soient les sujets d'ailleurs. Et changer d'habitude, cela prend du temps, et c'est vraiment une appropriation individuelle à réaliser. Et c'est pour ça qu'il faut embarquer l'ensemble des acteurs. On l'a tout dit, l'ensemble des agents, parce que nous n'avons pas les mêmes activités, les mêmes missions, les mêmes façons de travailler. Marine l'a souligné, et de fait, pas les mêmes besoins. Donc, chacun doit réfléchir à ses usages et doit changer ces usages-là. Et ça prendra nécessairement du temps. Donc l'accompagnement dans le cadre du projet vise à cela, aider à changer les usages, les habitudes, et à prendre conscience qu'il faut les changer. Effectivement, c'est pas forcément spontané. En fait, certaines personnes changent plus facilement que d'autres. La posture vis-à-vis du changement, du coup, n'est pas forcément la même. Mais il faut prendre conscience de la nécessité de changer, réfléchir. Encore une fois, l'appropriation individuelle, je pense qu'elle est vraiment importante. Donc le défi, c'est cela, en fait. C'est donner les éléments, les clés. Les guides de la DITP, ce sont de très bonnes clés, mais on ne peut pas donner la baguette magique pour que du jour au lendemain, hop, les habitudes soient nouvelles et que l'organisation soit repensée. Non, et du coup, parfois on a ces attentes-là, et c'est un défi finalement. Ces attentes-là, des agents qui aimeraient que, via l'accompagnement, on leur donne quelque part la baguette magique, et qu'à la sortie de l'atelier d'intelligence collective, ils soient profondément changés, bouleversés. C'est pas si simple, en fait. On leur donne des éléments, des clés, mais ensuite, l'appropriation doit rester individuelle. C'est l'objectif de cet atelier, donner des clés, des grilles de lecture, et puis favoriser l'appropriation de tous les acteurs. Le temps passe, continuez de poser vos questions. Marine Beck, même question. Votre sentiment, votre dispositif étape a été lancé, vous le disiez, le 19 octobre. J'imagine qu'il faut du temps pour travailler la pédagogie, la communication, l'explication pour que les personnels s'approprient votre dispositif. Est-ce que vous avez rencontré sinon des réticences, mais du moins quelques interrogations en interne en mode, à quoi bon ce dispositif? Est-ce que vous confirmez aussi qu'il faut l'installer dans la durée et puis expliquer? Oui, absolument. Évidemment, notre capacité à installer les choses sur la durée, c'est l'un des conditions et l'un des facteurs clés de succès. Je pense que la communication joue aussi beaucoup. Par exemple, pour l'étape, on a associé notre panel de cette trentaine d'agents publics que j'évoquais tout à l'heure pour imaginer la communication qu'on allait faire autour de cet espace. Parce que finalement, on s'adressait à des cibles qui étaient assez différentes, à des agents publics
lambda, on va dire, à des managers qui ont vocation à encadrer d'autres agents publics, et puis à des directeurs et des directrices, des préfets, des préfètes. Et donc, on a associé en fait tout le monde un petit peu à la réflexion de comment on allait parler à ces personnes-là, quels termes on allait choisir, qu'est-ce qui allait pouvoir faire tilt et motiver en fait la venue. Et en fait, les arguments sont pas les mêmes en fonction du positionnement. On va plutôt être sur des sujets d'attractivité de la fonction publique quand on est à un niveau de cadre supérieur, alors que pour les agents, on va plutôt mettre en avant la qualité de vie au travail que ça permet d'améliorer. Et ce que je trouve intéressant, c'est vraiment que finalement, plus on associe les agents, mais de manière sincère, sur chacune des étapes, plus on s'assure d'avoir un projet qui est ensuite plus facilement déployable. Et si en sus de ça, on assume une logique d'expérimentation, ce qui est le cas pour l'étape, en disant on est le premier espace de coworking, donc on teste des choses et l'idée c'est justement de pouvoir les améliorer, changer complètement les espaces si on a envie. Plus ça permet à chacun de se sentir aussi acteur du projet et partie prenante. On propose par exemple à l'étape aux agents publics de participer à la décoration. Voilà, initialement, c'est parce qu'on n'avait pas forcément de budget pour, mais c'est aussi pour que voilà, chacun se dise c'est aussi un petit peu mon espace de travail. Peut-être que dans son bureau personnel, on a une photo de famille ou des tableaux qui nous parlent. À l'étape, on va pouvoir aussi ramener quelque chose. Et je trouve que voilà, cette appropriation, elle passe aussi par l'implication des agents dans les projets. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marine Beck. Toutes les trois, un mot sur le management, la place du manager qui est un élément central dans cet événement. Donc, je rappelle cet atelier, cette table ronde qui est portée par la DITP évidemment, mais aussi la Direction Générale de l'Administration de la Fonction Publique, la DGAFP, et la DINUM, direction du numérique de l'État. Cette place du management, cette place du manager, surtout quand on parle de posture, elle est évidemment centrale. Vous le confirmez, Sylvie Sifferman. Et surtout, alors vous l'avez dit dès le début, vous parliez, vous, de manager intermédiaire et Madame Minaudier de manager opérationnel. Bon, de proximité, pardon. J'aime bien ce terme qui porte bien, qui raconte bien les enjeux. Ce manager, comment on l'embarque, lui qui va donner l'impulsion, comment on l'accompagne, comment on l'aide, parce que lui aussi, il est bousculé par ces enjeux qui avancent très, très fortement. Comment on l'aide, comment on l'embarque, comment on l'accompagne, le manager de proximité. Je vais retenir ce terme. Alors, le manager de proximité, effectivement, dans notre réflexion, c'est le pivot de la transformation publique dans le Grand Est. Comme je vous l'ai indiqué, étant donné qu'il a été énormément en souffrance pendant la crise Covid, et que souvent ce sont des managers qui sont dans leur deuxième carrière, on va dire, manager 45 ans et plus, qui n'avaient plus de positionnement très très clair, et la crise l'a vraiment mise en exergue. Mais je sers à quoi en fait dans cette organisation en tant que manager de proximité? Quel est le sens de mon travail? Quel est le sens de mon travail? Et notre pari, c'est de repositionner ces managers qui ont quand même beaucoup d'expérience, qui sont volontaires et engagés dans le service public, de leur redonner un positionnement fort de vecteur de la transformation publique. La transformation publique, elle sera réussie si les managers intermédiaires la portent, et la portent comme ambassadeurs auprès de leurs agents, avec bien sûr la permission des managers supérieurs. Je ne veux pas, taire cette difficulté. Il faut que les managers supérieurs, hiérarchiques, haute fonction publique, soient convaincus qu'on va pouvoir, avec les managers intermédiaires, réussir cette transformation publique. C'est vraiment par en dessous et par au-dessus qu'il faut que ça marche pour que l'ensemble s'emboîte en poupée russe, en quelque sorte, et que nous transformions ensemble, tous ensemble,
parce qu'ensemble, on va beaucoup plus loin, comme vous savez. Donc il faut que les préfets viennent travailler en mode hybride et incarnent cela. Vous nous direz d'ailleurs, Marine Beck, si vos top managers viennent, enfin je n'en doute pas, qui sont venus à l'étape. Sur Christelle Minaudier, sur le rôle clé des managers de proximité, il faut leur donner, alors à la fois on l'a bien compris, c'est important de le souligner, l'implication du top management, ils doivent être déjà soutenus et que leur action porte un peu la vision du top management, et puis ils doivent être aussi accompagnés avec des outils, avec des éléments, c'est nécessaire, c'est indispensable. Oui, c'est indispensable. Effectivement, la pulsion doit venir d'en haut, mais ça se passera à leur niveau, et ça se passera à leur niveau différemment, de façon vraiment différente selon les équipes, parce que chaque équipe est unique, a une façon de travailler différente. Donc il faut laisser de l'autonomie. Les équipes, finalement, sont presque en capacité, pour certaines, de s'auto-organiser avec le manager de proximité, justement. Et c'est lui qui doit veiller à ce que l'équipe s'auto-organise. Donc, à part de l'autonomie, de la confiance et de la bienveillance, voilà, ce sont trois valeurs qu'on cite systématiquement, mais c'est vraiment, pour moi, fondamental. Et du coup, c'est un manager des usages, en fait, de nouveaux usages. Oui. Effectivement, là, c'est plus du management par le contrôle, c'est du management des usages. Mais en donnant du sens à ces usages. Et effectivement, c'est très important d'insister sur le sens, la place accordée à ces managers de proximité et le sens de leur travail, crucial. Si je peux préciser, donc nous avons, avec des managers pionniers, 16 d'entre eux actuellement dans le Grand Est, venant d'horizons divers, engagés donc ces 16 volontaires dans une action-formation-action, où on leur a demandé en fait d'écrire un référentiel du management collaboratif agile et par la confiance. Et là, ils sont en train de terminer cette formation où on a associé quelques managers du conseil régional également. Et ce qu'ils expriment, puisque je suis allée les voir lundi, c'est qu'ils expriment le fait que cette production collective qu'ils vont nous proposer, ils ont peur que ce soit posé sur une étagère et que ce ne sera pas traduit en fait dans les faits. Donc ils ont une demande très forte que leurs supérieurs entendent ce qu'ils ont à dire sur comment sont les meilleures pratiques de ce management collaboratif et par la confiance. Et ils me demandent de veiller à ce que la diffusion, à ce que la dissémination se fasse de la façon la plus efficace possible, par des adressages individuels. Oui. Par évidemment mise sur des plateformes d'échange, que ce soit effectivement dans la bibliothèque des initiatives que gère la DGAFP, là où sont toutes les ressources, qu'on puisse vraiment diffuser, contaminer, vraiment réussir à embarquer. Voilà. Merci beaucoup. Christelle Minaudier, vous disiez 3 termes pour les managers intermédiaires ou opérationnels ou de proximité. C'était autonomie, bienveillance et confiance. Confiance. C'est ça. Et effectivement, les échanges entre pairs sont vraiment importants pour les managers de proximité. Oui. Nous, on leur laisse ces temps d'échange, d'où l'accompagnement d'ailleurs ciblé sur les managers de proximité. C'est pour qu'ils puissent aussi échanger entre eux. Et les bonnes pratiques, elles émergent via ces sessions d'intelligence collective, ces ateliers. Il n'y a pas la bonne pratique, en fait. Il y a une multitude de bonnes pratiques qui sont en fonction aussi des situations. Et insister là-dessus, sur le fait que non, il n'y a pas une recette unique et une bonne pratique. Donc, questionner sur les pratiques pour voir ce qui est positif, ce qui peut être... ce qui est réplicable, ce qui ne l'est pas, etc. Ça, c'est vraiment important, en fait. Très, très important. Marine Beck, sur la place, le rôle des managers de proximité, intermédiaires, opérationnels, peu importe le terme, vous les recevez. Est-ce qu'ils sont bousculés par une initiative comme la vôtre, qui clairement bouscule les choses et c'est tant mieux, ou est-ce qu'ils adhèrent, et comment faire en sorte qu'ils soient pleinement dans la démarche, comment les accompagner clairement?
Évidemment, oui, un peu des deux, je dirais. Ouais. Mais c'est vrai que c'était notre cible, une cible très identifiée, ces managers intermédiaires ou de proximité, parce que je rejoins tout ce qui a été dit sur le plateau. C'est aussi, à mon sens, la clé de voûte d'une action de transformation réussie ou échouée. Parce que, en fait, pèse sur leurs épaules beaucoup de choses. C'est un peu la cheville ouvrière, au sens très noble du terme, de nos administrations. Et ils peuvent être des facteurs bloquants comme des facteurs très moteur. Et donc, dans le projet, on s'est vraiment attaché à réussir à convaincre les cœurs et les esprits de ces managers de proximité. Il y en a déjà un certain nombre qui viennent à l'étape, et je pense que c'est important aussi pour eux d'expérimenter ces modes de travail hybrides pour leur permettre de se déployer dans leurs équipes et quelque part faire valoir tout ce que cela permet en termes de facteurs de bien-être et de performance pour leurs équipes. Et puis, donner de la flexibilité, ça permet aussi à leurs agents de prendre conscience de leurs forces et de leur créativité. Et donc, c'est des choses qu'on s'emploie un petit peu à faire. Par exemple, à l'étape, on a beaucoup de formats qui sont organisés à destination des managers et qui vont permettre aux managers déjà de découvrir le lieu, sa philosophie, ses usages, comment ça fonctionne. Et nous, on mise quand même beaucoup sur la politique des petits pas et sur notre petit bâton de pèlerin pour que finalement ce soit un lieu qui rentre un petit peu dans leur schéma normal de fonctionnement petit à petit dans leur organisation de travail. Merci beaucoup Marine Beck. Plusieurs questions qui tombent sur le fil. Et puis n'hésitez pas à vous lever la main. Donc on est ici au lieu, le lieu de la transformation publique 77 avenue de Ségur. Il y a un micro. Enfin, si vous voulez intervenir, vous le faites à tout moment. Une question sur le fil d'un monsieur Stéphane. Je vous salue et je vous remercie de poser plusieurs questions. Il nous demande, y a-t-il des risques de rupture d'égalité entre agents face à l'innovation, travail hybride comme pour d'autres nouveautés en la matière? Est-ce que tous les managers, tous les agents sont à armes égales, si je traduis un petit peu la question, face à cette innovation, face à ce travail hybride? Et pour aller en prolongement, comment embarquer tout le monde? On parle depuis le début de la semaine, depuis le début du mois de l'innovation, de ces Françaises, de ces Français, ces 12-13 millions qui n'ont pas forcément les outils ou les usages du numérique. Alors, est-ce que vous voulez répondre, ou Marine Beck, je vous poserai la question, mais comment on embarque tout le monde dans le changement? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de... Alors, il le formule ainsi, rupture d'égalité entre agents face à l'innovation, face à ce travail hybride? Alors nous, dans le Grand Est, on a l'ambition en fait d'aller dans chacune des administrations, dans le territoire, avec l'exposition itinérante, où on organise donc une déambulation à travers l'exposition pour expliquer tout le processus et pour inviter les agents à nous rejoindre dans la communauté des innovateurs. Maintenant, le Labest va nous permettre de mettre encore, je dirais, un étage supérieur à cette mobilisation. Mais notre ambition, c'est d'aller toucher chaque agent, on va dire, sur son lieu de travail. Alors bon, je ne pourrais pas aller le faire dans leur domicile s'ils sont télétravailleurs, mais je pourrais aller aussi dans les tiers-lieux, type étape ou d'autres tiers-lieux de collectivité, puisque nous, notre spécificité dans le Labest, c'est que nous n'avons pas de lieu physique. Nous sommes un labo de réseau. Et donc, en fait, on va dans les lieux existants des autres, de l'écosystème des laboratoires du Grand Est. Voilà, donc nous, en fait, on est des nomades. Nous sommes un laboratoire nomade et nous allons au plus près des agents, au plus près des administrations. Merci beaucoup. Mais à vous écouter toutes les trois, Christelle Minaudier, vous l'avez exprimé en creux dans votre propos. Voilà, l'idée, c'est clairement de toucher tout le monde. Ça fait partie de la feuille de route, ça fait partie du projet initial tel que formulé. Oui, tout à fait. Alors, il y a un risque de rupture d'égalité par rapport aux outils, par exemple. Effectivement, tout le monde n'a pas la même appétence vis-à-vis des outils numériques, donc il faut former les personnes. Et nous, le choix que nous avons fait, c'est de limiter ces nouveaux outils, en fait, d'avoir un nombre d'outils restreint, justement, pour pouvoir former tout le monde et
pour qu'il n'y ait pas de rupture d'égalité, que les agents les plus pro-outils, eux, utilisent des dizaines d'outils et que certains agents, eux, n'arrivent pas à utiliser de nouveaux outils. Donc on fait une promotion, mais d'un nombre restreint d'outils pour cette raison. Et pour moi, il y a aussi un risque, le cloisonnement des populations, au-delà du risque de rupture d'égalité. Je ne sais pas si c'est ce que voulait évoquer la personne qui a posé la question, Stéphane, je crois. Ouais. Et donc il y a l'accord fonction publique qui met en place le télétravail, mais il faut veiller à ce que tout le monde télétravaille et qu'il n'y ait pas de cloisonnement, à savoir les cadres A+, qui ne télétravailleraient pas et qui iraient au bureau, et les cadres B et C qui télétravailleraient. Donc moi, je suis plus vigilante face à ce risque de cloisonnement des populations qu'au risque de rupture d'égalité vis-à-vis des outils. Voilà. Mais encore une fois, c'est bien notre objectif d'embarquer tout le monde et de veiller à ces deux risques-là. D'accord. Marine Beck, peut-être une réaction, puis je vous donnerai la parole, monsieur, dans le public, puis d'autres questions qui tombent sur le fil. Marine Beck, alors, rupture d'égalité entre agents, enfin, en tout cas, comment embarquer tout le monde et dépasser, c'était aussi une des réflexions de ce monsieur, Stéphane, dépasser la seule implication des agents volontaires pour impliquer tous les agents. Tout à fait, c'est vraiment une question fondamentale. Je rejoins un peu Madame Minaudier sur voilà, le risque de rupture au niveau des outils. On essaye, nous, de la même manière, d'avoir des choses qui soient les plus accessibles possibles. On propose à l'étape, par exemple, 3 postes fixes pour ceux qui ne sont pas dotés encore d'ordinateurs portables. Mais au-delà, en Ile-de-France, on a un sujet qui est les inégalités territoriales, en réalité, sur ce grand territoire francilien. Et donc, pour réussir à mettre ce genre d'espace à la disposition du plus grand nombre, l'idée c'était aussi de construire un maillage territorial, parce que finalement l'étape dans le 9e arrondissement, c'est très bien quand on est intramuros, mais quand on vient des Yvelines, c'est un petit peu moins pratique. Et donc on s'appuie sur les préfectures de département pour créer des étapes dans leurs locaux et ainsi concevoir voilà, des lieux qui puissent accueillir des personnes qui sont peut-être plus éloignées et encore avec des temps de transport supérieurs à ceux qu'on peut connaître intramuros, et que finalement chaque agent public voilà, dans cette organisation cible, puisse trouver à proximité de chez lui un étape, un tiers-lieu, un lieu équipé avec une connexion Wi-Fi qui fonctionne, ce qu'on n'a pas forcément toujours chez soi. Et c'est à notre sens aussi ce qui va permettre de créer du lien et d'embarquer plus de monde, c'est d'avoir un vrai maillage, de ne pas concentrer tout à un même endroit. Merci beaucoup, Marine Beck. Monsieur, je vous en prie, dites-nous qui vous êtes et puis on vous écoute. Oui, Gilles Lutil, bonjour à toutes et à tous. Merci pour ces très belles illustrations inspirantes des nouvelles organisations de travail, à la fois parisiennes, franciliennes et dans les territoires. Moi, j'avais une question. Est-ce que chacune d'entre vous, on a beaucoup parlé de l'accompagnement des agents, du management de proximité, management stratégique. Est-ce que vous avez des éléments aussi sur ces nouvelles organisations de travail comme élément d'attractivité pour le recrutement dans la fonction publique? Excellente question. Et on parle beaucoup d'attractivité tout au long depuis le début du mois. Qui veut répondre? Marine, peut-être Oui, Marine Beck, pardon. Oui, je dirais que c'est une excellente question parce qu'en fait, ça faisait partie des éléments qui étaient intrinsèques au projet. Quand on a commencé à réfléchir à l'espace de travail, c'était aussi pour doper l'attractivité de la fonction publique en Ile-de-France. Et on le sait, en fait, il y a certaines administrations qui ont beaucoup de mal à recruter en Ile-de-France. Et pour nous, c'était un élément majeur pour les services des ressources humaines, pour l'attractivité des jeunes talents. Et à titre personnel, au sein du service, on le voit, on a plusieurs recrutements en cours et on ne manque pas d'avoir la question à chaque entretien de savoir si, le télétravail est possible et au-delà, en fait, quels sont les modes d'organisation de travail, parce que c'est ce que beaucoup d'agents publics recherchent en rejoignant une structure. Merci beaucoup. Une réponse, vous vouliez, je le fais répondre et puis je vous pose la question juste après. Madame Sifferman. Pareillement, sur un territoire aussi vaste que le Grand Est, nous avons évidemment quelques territoires en souffrance de recrutement.
Le télétravail, en fait, permet justement de pouvoir attirer des talents parisiens pour aller travailler à Charleville-Mézières. Voilà, grâce au télétravail, on peut du coup prospecter sur ce bassin d'emploi. Pour la Meuse, sur la ligne Paris-Strasbourg en TGV. Voilà, donc tout ça fait que le télétravail est aussi favorisant pour attirer des nouveaux profils. La question de la disposition, on va dire, bureau au sein des administrations, où on est encore, je pense, trop sur le bureau individuel. On sait que les nouvelles générations sont plutôt sur des espaces de coworking. Donc on a aussi une réflexion immobilière, en fait, à avoir sur nos bâtiments pour que des jeunes aient envie de rejoindre des administrations, on va dire, avec un passé très classique, qui ne sont peut-être pas suffisamment modernes, y compris dans leur implantation immobilière à l'intérieur de leur bâtiment. Donc on a aussi cette réflexion-là à avoir pour que les jeunes aient envie de venir travailler dans la fonction publique. Merci beaucoup. Vous voulez dire un mot, Christelle Minaudier, sur cet enjeu d'attractivité ? Non, effectivement, la liberté d'organisation et le télétravail sont des facteurs d'attractivité réelle. Vous voyez aussi, vous le constatez aussi. Madame, je vous en prie. Bonjour, Karine Monflier. Je suis contente d'avoir entendu une introduction là, sur la fonction ressources humaines, parce que voilà, moi je suis experte RH et j'ai travaillé 20 ans dans le secteur public, dernièrement dans une agence régionale de santé. J'aimerais comprendre justement par rapport à ces transformations, parce que vous avez beaucoup insisté sur l'organisation du travail, l'aménagement des espaces, le rôle prépondérant du management à toutes les strates. Comment est positionnée la fonction RH par rapport à ces enjeux ? Donc, au sein d'une préfecture, je connais un petit peu. Au sein de l'INSEE, moins. Moi, j'ai pu observer notamment... en termes de sémantique, un discours qui consistait à dire, dans les organisations où j'ai travaillé, fonction support. Alors, on y mettait la compta, on y montait les achats, on y montait les RH. Moi, j'ai toujours un petit peu banni ce terme en parlant plutôt de fonction d'appui à l'organisation. Et je trouve que par rapport à l'outillage de la fonction RH, il y a des enjeux extrêmement importants pour les équipes RH elles-mêmes, qu'elles soient en région, dans les territoires, et notamment la synergie des acteurs RH dans les différents établissements. Ouais. Et dans la capacité à travailler en réseau pour accélérer encore la transformation de ces organisations qui sont tous parties prenantes dans leur écosystème de compétences. Donc j'aimerais savoir comment cette réflexion est pensée et accompagnée sur ce que j'estime être une nécessité de la transformation de la fonction RH au sein de ces organisations pour appuyer le déploiement des organisations. Excellente question, excellente réflexion. La fonction RH ne peut pas être une fonction support, elle doit être une fonction éminemment stratégique. Aucune transformation ne peut être aboutie et réussir sans l'implication, l'engagement des femmes et des hommes qui la portent. Et tout cela suppose notre conviction de mettre tout en haut de l'organigramme et d'aborder ces enjeux RH. Là encore, le terme n'est pas forcément... Enfin, les femmes et les hommes, d'un point de vue éminemment stratégique. Bon, je pense qu'on est tous d'accord, mais pour répondre à Madame, le positionnement de la fonction RH et puis le rôle clé pour la réussite de vos projets. Merci Madame pour votre question. Alors effectivement, vous connaissez un peu le monde des préfectures, donc j'imagine que vous n'ignorez pas que nous avons une plateforme régionale RH qui est un service d'appui à la RH, pas un service RH en soi. Donc, en fait, nous, on s'appuie sur cette plateforme régionale RH et en lien avec la DGAFP, nous déployons sur les 3 fonctions publiques d'ailleurs, l'appui et l'accompagnement à la RH. Nous sommes, je pense, effectivement à un carrefour en termes de transformation publique. On oublie peut-être souvent qu'il faut aussi transformer la mission RH parce qu'on est face à des gestions prévisionnelles d'emploi avec la robotisation et l'intelligence artificielle sur un certain nombre de tâches répétitives que nous faisons dans les administrations et qui deviennent de plus en plus dématérialisées et donc industrialisées, robotisées grâce à l'intelligence artificielle, et que nous avons devant nous la reconversion d'un certain nombre d'agents vers des nouveaux métiers, vers des nouvelles fonctions qu'il faut largement anticiper. Et c'est tout le travail de réflexion qui se fait avec la DGAFP, avec la DITP, avec la DINUM, puisqu'il y a toute la partie numérique, évidemment, et avec nos PFRH qui sont présentes dans toutes les régions françaises.
Donc, la dimension réseau de toutes ces interventions est importante sur le positionnement, sur l'implication, sur la stratégie RH et sur le travail en réseau de ces structures. Alors, pour répondre à la question de madame, donc à l'INSEE, en fait, le département des ressources humaines est un département du secrétariat général. Donc, du coup, effectivement, nous sommes fonction support au secrétariat général. Fonction d'appui. Alors, non, effectivement, c'est plutôt, le terme repris, c'est effectivement fonction support. Mais moi, je trouve que finalement, c'est un sens noble. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je mets aussi le côté anglais du terme support et que ça me plaît bien, finalement. Enfin, voilà. Mais on est d'accord sur le sens. C'est on est d'accord sur le sens, mais c'est bien vécu. Enfin, j'ai l'impression que c'est bien vécu voilà, à l'INSEE. Oui, le rôle du DRH, enfin, de la fonction RH est central. Mais d'ailleurs, la loi de transformation de la fonction publique met bien les RH au centre. Enfin, la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines qui est liée à l'accord télétravail, à l'ensemble des modifications qui touchent les ressources humaines, est réelle. Donc, du coup, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le rôle prépondérant des RH, mais on travaille vraiment étroitement ensemble. Enfin, moi, j'échange avec le DRH tous les jours. Donc, voilà, là, c'est aussi un conseil et une condition clé de succès, un des messages qu'on souhaite passer ce matin, implication de la gestion des ressources humaines. Marine Beck, vous voulez dire un mot en prolongement peut-être sur cet enjeu ? Oui, mais ça va rejoindre les deux interventions précédentes, mais évidemment pour nous ce sont des partenaires majeurs. Alors nous on a fait le choix de placer notre laboratoire, la Fabrique RH, en dehors du service RH, qui est plutôt dans le service innovation, parce qu'on trouvait que ça apportait aussi d'autres aspects. Finalement l'échange est encore plus riche avec le service des ressources humaines, justement parce que le laboratoire est en dehors du service des ressources humaines, mais c'est un partenaire majeur dans tous les projets qu'on mène, et l'étape en particulier, parce que dès qu'on touche en fait à des projets structurants et à des projets de transformation culturelle, il faut que la fonction RH soit pleinement impliquée et en appui de ces dynamiques. C'est noté. Est-ce qu'il y avait une autre question, je crois ? Non ? Ok, bon, n'hésitez pas, je vois que le temps passe, on va se diriger vers la fin de notre échange. Peut-être une dernière question en ligne de Madame Galland, merci beaucoup, qui nous demande: avez-vous réfléchi à l'équipement, l'agencement des salles de réunion pour permettre une bonne communication entre agents en présentiel et à distance ? Alors vous l'évoquiez à l'instant, Sylvie Sifferman, cet enjeu d'aménagement des espaces et un nouvel agencement peut-être des espaces, pas toujours facile, mais là aussi c'est un élément extrêmement important. Oui, alors effectivement, grâce à la crise Covid, je dirais, on en a fait une opportunité du coup, on a pu équiper toutes nos salles de réunion de dispositifs numériques de visioconférence, surtout sur une grande région comme la région Grand Est où il y a beaucoup de trajets, oui. Voilà, donc à la fois pour faire du présentiel et du distanciel en même temps. Je dirais qu'aujourd'hui, on a l'équipement, on ne l'avait pas en mars 2020, clairement. Mais grâce à la DINUM, grâce à nos services SIC, on a fait des progrès énormes en transformation digitale. Et c'est la même chose à l'INSEE. Effectivement, toutes nos salles sont équipées de micros, d'écrans, et toutes les réunions sont organisées en mode hybride maintenant. Désormais, effectivement, quand on organise une réunion, on réserve certes une salle, mais on réserve surtout la webconf qui va avec, oui. Et toutes les réunions sont en mode hybride. On n'a jamais de 100% présentiel en réunion. Ça fait partie, j'imagine, de la conception de l'étape, l'espace de votre espace, Marine Beck, complètement équipé, avec un agencement réfléchi dès l'origine. Oui, dans tous les cas, en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, le projet a été lancé avant la crise sanitaire, oui. En 2019. Et ce qui a été intéressant, c'est la période de bêta-test qu'on a réussi à caler entre deux confinements, nous a bien permis de revoir les usages, justement. Parce qu'on s'est rendu compte que les espaces qu'on avait réservés pour des appels téléphoniques et des visioconférences n'étaient pas suffisants avec les nouveaux usages qu'on avait désormais. Et voilà, c'est ça qui est très intéressant, je trouve, c'est de pouvoir adapter au fil de l'eau les aménagements en fonction des nouveaux usages qui vont naître. Il y en aura peut-être encore l'année prochaine. Donc voilà. Et puis peut-être juste en complément, ce qu'on trouvait aussi intéressant avec l'étape, c'est de faire dialoguer des agents qui sont d'administrations différentes et de fonctions publiques
publiques différentes au-delà de l'espace physique. Et donc, sur la plateforme de l'étape sur laquelle voilà, chacun peut réserver l'espace et accéder à l'espace en autonomie, vous pouvez aussi discuter avec des coworkers un peu sur le format d'un réseau social. Et on trouvait ça intéressant d'avoir une communauté virtuelle au-delà de la communauté très réelle qu'on a à l'étape. Il faut être transverse entre les trois versants. Madame Minaudier, Oui, la diversité fait la richesse. Et effectivement, pouvoir échanger avec des collègues d'autres administrations, c'est très intéressant. Nous, donc, l'INSEE, enfin je dis quelques mots, les INSEE travaillent soit à l'INSEE, c'est assez logique, que ce soit à la direction générale ou dans les directions régionales, et travaillent aussi en service statistique de ministère. Et là, côtoient des agents qui ne sont pas des agents INSEE. Et c'est une richesse réelle. Enfin, travailler au service statistique du ministère de la Santé et travailler avec des médecins, voilà, c'est autre chose aussi. Donc oui, se confronter à d'autres personnes, se confronter au sens positif, être dans l'échange, je trouve que c'est une richesse. Et ça permet, in fine, à chacun de s'enrichir, et aux interventions d'être encore plus encore efficaces. Sylvie Sifferman, Oui, pareil pour le laboratoire. Juste préciser que nous, de toute façon, au sein d'Asgard, on est interministériel. On travaille avec les trois fonctions publiques. C'est, je dirais, dans l'ADN de la préfecture de région et de Sonsgard. Et à travers le Labest, comme je vous indiquais, nous, on travaille avec l'écosystème d'innovation locale, locale régionale, du coup, c'est-à-dire les laboratoires de métropole, le laboratoire du Pôle emploi, qui est aussi un laboratoire régional, le labo des US, des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Nous avons le siège de l'ENA à Strasbourg, futur INSP, qui a une chaire d'innovation. Donc en fait, nous, on travaille avec cet écosystème. C'est pour ça que nous parlons, nous, d'un lab réseau, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Je vois une dernière question, et puis peut-être on vous donnera la parole pour un mot de conclusion. Question sur l'articulation vie pro, vie perso qui est brouillée par ces enjeux. Alors, vous l'avez évoqué en creux, mais voilà là un point de vigilance important. Oui, ce sont des sujets qu'on aborde dans le cadre du projet, effectivement, avec des enjeux autour d'une charte du temps et de la déconnexion. Donc, mais ça a été évoqué, je crois, par Marine aussi, le sujet de la déconnexion. Donc oui, il faut évidemment... Il y a des espaces de déconnexion à l'étape. Oui, il y a des espaces de déconnexion à l'étape, c'est ça. Mais il faut bien distinguer les temps personnels, professionnels. Et je pense qu'écrire une charte, ça fait sens. Oui, là encore, c'est aussi des pratiques du quotidien. On n'envoie pas forcément des mails trop tard, ou alors on prend quelques précautions pour dire que ce mail envoyé tard ne porte pas de caractère d'urgence absolue et peut tout à fait être lu le lendemain à 9h. Voilà un conseil parmi d'autres. Oui, c'est le respect de la vie privée, le respect de la vie privée de nos agents, évidemment. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est au-delà du domicile, il y a aussi maintenant ces propositions, et l'étape en est un exemple, de tiers-lieux administratifs, de tiers-lieux publics, où si l'agent veut pas être filmé, entre guillemets, chez lui à la maison, avec son décor personnel, au cours d'une visio, par exemple, c'est de pouvoir aller au tiers-lieu de proximité. Et vu que le maillage de la fonction publique de l'État, à travers ses sous-préfectures, préfectures, qui sont quand même dans tous les territoires, on peut aller se connecter à la préfecture ou à la sous-préfecture voisine, si on ne veut pas être filmé chez soi. Ce qui est tout à fait respectable, évidemment. Je ne résiste pas à l'envie de vous dire qu'à l'INSEE, en fait, on a un pop-up qui nous invite à se déconnecter pour profiter de la soirée en toute fin de journée. Donc, les personnes qui sont encore en train de travailler à une certaine heure, un peu tardive dans la soirée, ont le petit pop-up qui s'affiche. Pensez à vous déconnecter pour profiter de la soirée. Moi, je trouve que c'est sympathique. Alors, on laisse les personnes libres. On n'est évidemment pas leur ordinateur. C'est pas le sujet. Chacun est libre d'organiser son temps. Mais il y a le petit message. L'ordinateur qui s'éteint automatiquement à partir d'un horaire. Bon, c'est un peu trop intrusif, ça. Certainement. Un petit coup d'œil sur le fil. Donc, beaucoup de questions encore. Signe de l'intérêt de notre échange de ce matin. Une dernière question, peut-être, ici. Donc, je rappelle on organise cet échange dans des conditions sanitaires optimales de sécurité. On est le lieu de la transformation publique, 77 avenue de Ségur, l'endroit où se passe un certain nombre des quelques 400 événements portés par la DITP, portés par d'autres organisations, d'autres administrations. Cet atelier de ce matin est co-organisé par la DITP, par la DGAFP et par la DINUM. Peut-être un mot de conclusion chacune, si vous voulez
concluez bien, puis on conclura aussi, hein, Hélène. Les messages forts sur lesquels vous voulez insister, on est suivi par des managers de proximité, des managers opérationnels. On est beaucoup suivi, évidemment, notamment dans les replays. Tous ces échanges seront disponibles en replay, en accès libre, par des top managers, mais aussi par des agents, mais aussi par des organisations syndicales, des jeunes qui se destinent au métier de la fonction publique. Bref, un public extrêmement large. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Quels sont les messages forts? Vous leur avez dit plein de choses, mais quels sont les messages forts sur lesquels vous voulez insister? Sylvie Sifferman, vous voulez bien démarrer? Oui, bien sûr. Alors, le message fort, c'est la transformation publique, c'est une aventure collective, en fait. Ça ne peut réussir que si on associe les agents, on associe les managers intermédiaires qui ont vraiment un emplacement pivot, je dirais. Moi, je les investis, en fait, comme ambassadeurs de la transformation publique au sein de leurs organisations. Et il faut évidemment embarquer également la haute fonction publique. C'est qu'à cette condition-là que nous réussirons cette transformation publique et que nous imaginons ensemble l'avenir de l'administration du futur. Je vais également profiter pour faire la promotion d'un événement que nous organisons le 26 novembre dans le cadre du mois de l'innovation, où nous imaginons les services publics de demain pour quel impact pour nos usagers de 2031. C'est une opération de design fiction que nous faisons avec une centaine de personnes à Strasbourg le 26 novembre, parce qu'il ne faut pas oublier que nous servons nos bénéficiaires, nos usagers, les citoyens. Donc, est-ce qu'en 2031, nous aurons en face un robot, un humain, pour rendre le service public? C'est aussi une question d'avenir que de se poser ces questions-là. Très, très pertinent. On regardera ce que vous proposez. Donc, rendez-vous vendredi, 26 novembre. Je vous en prie. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est une aventure collective, des transformations numériques, organisationnelles, mais qui sont porteuses d'innovation sociale. Et c'est bien comme cela que l'administration, au sens large, souhaite porter les différents projets de transformation. Et finalement, nous faisons face aux mêmes défis, aux mêmes enjeux, aux mêmes difficultés. Et c'est important de partager. Donc voilà, là, c'est co-organisé par 3 directions. Et ça reflète en fait cette... l'importance des échanges, de la co-construction sur des sujets qui sont sociétaux, finalement. Merci beaucoup à toutes les deux. Marine Beck, merci d'être avec nous ce matin en distanciel. Votre conclusion, et puis vous avez suscité tout notre intérêt pour l'étape, on viendra vous voir, mais les messages forts pour celles et ceux qui nous regardent. Moi, j'aime beaucoup ce terme d'aventure. Je trouve que ça reflète à la fois la petite part de risque qu'il faut accepter de prendre et puis l'envie d'y aller. Donc, j'ai bien envie de reprendre ça aussi à mon compte. Et juste, s'il y a un dernier message, c'est vraiment lancez-vous. À l'étape, venez nous voir au 47 rue Le Pelletier dans le 9e arrondissement. Vous faites un tour sur notre plateforme. Si vous tapez l'étape dans votre moteur de recherche préféré, vous allez tomber dessus. Faites comme les près de 350 agents publics qui sont déjà inscrits sur la plateforme et venez expérimenter, lancez-vous. Et puis, si vous êtes dans cette réflexion de repenser vos espaces de travail, on a mis à disposition un kit méthodologique qui standardise notre démarche, la démarche qu'on a opérée avec nos designers et qui peut vous permettre de vous faciliter la vie, qui est gratuitement sur le site de La Fabrique RH et vous permettre de suivre les différentes étapes, bien associer vos parties prenantes, bien identifier les usages, réussir à visiter des lieux, parce qu'on n'est pas tous architectes d'intérieur, donc parfois c'est pas facile de repérer la bonne prise au bon endroit, et puis une aide pour le plan du projet. Donc si vous êtes engagé dans une démarche un peu similaire à la nôtre, c'est avec plaisir qu'on vous partage la démarche qu'on a suivie. Merci beaucoup Marine Beck. Donc, étape, puis la Fabrique RH, étape, le premier espace de coworking gratuit dédié aux agents publics franciliens qui avait été inauguré le mois dernier. Et nos conclusions à nous, chère Hélène. Alors moi, j'en retiens 2. La réflexion de la dame très pertinente dans le public, le fait que la RH, la GRH, la gestion des ressources humaines, c'est évidemment stratégique. On est d'accord tous ensemble pour le dire, c'est évidemment stratégique. Et puis, j'avais noté sur la nécessité de créer un récit co-construit sur le bureau. Qu'est-ce qu'un bureau avec cette approche très pragmatique au fond? Pourquoi vient-on travailler? Voilà aussi une approche très, très pertinente. Tout ça a été passionnant. Quels sont les messages forts?
sachant que tout cela pourra être évidemment revu. Message fort sur lequel vous voulez insister, Hélène Boissin-Jeanville. Eh bien, écoutez, moi, je repars avec beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme sur toutes les formes diverses d'innovation que vous avez mis en place dans vos organisations. J'ai entendu beaucoup de choses autour de... Sylvie, vous nous avez parlé de la démarche de design, on a beaucoup parlé de collaboration, d'attention aux usages, de la force de l'expérimentation. Marine parlait de bêta-test, on a beaucoup parlé de politique des petits pas, etc. Et surtout, je suis très contente qu'on ait pu partager ça sur une problématique qui est éminemment interne aux organisations, puisque l'innovation, on en parle beaucoup vis-à-vis de nos usagers. Et puis, du coup, très heureuse de voir qu'en fait, elle concerne aussi nos propres organisations et nos agents et l'attention qu'on porte à eux pour améliorer leurs conditions de travail et transformer avec eux notre action publique. Et le deuxième point que j'emporte avec moi, c'est on avait envie, avec cet événement, avec la DGFP et la DINUM, de donner des clés sur l'accompagnement qu'il faut mettre en place face à tous ces bouleversements qui sont devant nous. Et en fait, ce que j'emporte, c'est que la démarche elle-même est une forme d'accompagnement et le début du chemin de la transformation, en fait. Et donc, il faut y porter une attention toute particulière. Merci beaucoup pour la richesse de nos échanges. Merci beaucoup. Merci Sylvie Essiferman. Merci Christelle Minaudier. Merci Marine Beck en distancienne. Merci Hélène. Très heureux d'avoir animé cet échange sur le travail en mode hybride porté par la DITP, porté par la DGFP, porté par la DINUM. Le mois de l'innovation se poursuit et dès cet après-midi, début d'après-midi, un atelier sur les sciences comportementales. Puis les échanges se poursuivent jusqu'à la fin du mois de novembre et pas mal d'événements ici le lieu de la transformation publique, 77 avenue de Ségur à Paris. Venez y passer une tête, si je puis dire. Et puis en ligne, tous les 350-400 événements qui se poursuivent, notamment dans vos organisations. Merci à toutes, merci à tous. Je vous dis à bientôt.